François Asselineau s'est rendu ce 27 novembre 2021 dans le village de Vieux-Bourg, en Basse-Normandie, où le maire Huppert Gérard Poulain avait organisé une commémoration chef de la France libre, le général de Gaulle. Il répondit présent à ses convictions en endossant le rôle du personnage qui ne subit pas l'histoire, mais la construit. L'occasion donc pour Gérard Poulain et François Asselineau de déposer une gerbe et de planter un chêne en hommage au dernier grand président de la France, le général de Gaulle. La quintessence du gaullisme, c'est ne jamais abandonner, ne jamais dire non et savoir que nous nous battons pour la survie de la grandeur de la France, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. L'occasion également pour le candidat à la présidentielle de 2022 de revenir sur les 2 discours de Bayeux du général de Gaulle qui apportent des enseignements essentiels de notre histoire. Que les 2 discours de Bayeux, de 44 et de 46 de Gaulle, sont on ne peut plus actuels. La France se redressera si elle met en œuvre ces 2 discours. Le premier, c'est en se redressant face à l'impérialisme et à toutes les puissances qui veulent dominer la France. Le deuxième grand enseignement, c'est qu'il faut revenir à une interprétation littérale de la Constitution et rétablir la Constitution dans ce qu'elle avait de génial en 1958. Ce déplacement très solennel marque la première réunion publique de la campagne de François Asselineau pour la présidentielle de 2022. Campagne qui ne manquera pas de monter en puissance ces prochaines semaines. Vive la République et vive la France! Bonjour mesdames, messieurs les élus, bonjour à monsieur François Asselineau, cher François. Je salue la présence de madame Jean-Pierre Françoise, représentante de la ville de Bayeux, première ville de France libérée, ville que le général de Gaulle a rendue célèbre par ses discours de juin 1944 et de juin 1946. Je salue la présence de monsieur Emmanuel Bardot, délégué départemental du Souvenir français. Je salue aussi la présence de monsieur Jean-Luc Levacher, président Souvenir français, la section de Bonneville à Louvet. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec une certaine émotion, mais aussi avec une grande fierté que je vous reçois aujourd'hui dans notre commune de Vieux-Bourg pour cette cérémonie commémorative en l'honneur de ce grand homme qu'était Charles de Gaulle, le général. Alors vous allez me dire pourquoi cette cérémonie dans ma petite commune. À cette époque, j'avais 17 ans, une jeunesse bercée par le gaullisme, famille étant gaulliste, et le général était devenu le sauveur de la France après la guerre. Et bien simplement, je fais partie de cette dernière génération à avoir connu le général de Gaulle aux commandes de notre pays, de 1958 à 1969, où j'ai pu mesurer la grandeur de cet homme, son pragmatisme, sa simplicité et surtout l'amour qu'il avait pour la France, mais aussi pour vous rappeler que nous avons aussi le devoir de transmettre les valeurs du gaullisme dont je suis resté fidèle. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1990 à Lille. Il a mené la résistance française contre l'Allemagne nazie. Il fut président de la République de 1959 à 1969. Passionné par le passé de son pays, il répondit présent à ses convictions en endossant le rôle du personnage qui ne subit pas l'histoire, mais la construit. Le général de Gaulle n'était pas un idéologue, mais d'abord un pragmatique qui adaptait les modalités de son action selon les circonstances en ne gardant d'intangible que quelques principes pour fixer les buts à atteindre. Néanmoins, sur chacun des thèmes qu'il met en avant, indépendance, diplomatie, constitution, domaine social, place des salariés dans l'entreprise, l'ensemble de ses choix, de ses objectifs et des moyens pour y parvenir façonne bel et bien une doctrine politique. Si sa méfiance vis-à-vis des partis lui fait quitter la politique en 1953, l'exceptionnelle gloire dont il jouit auprès des Français lui permet d'endosser à nouveau le rôle de sauveur en 1958. Le général avait sa conception de l'économie et de la gouvernance, qui inspira longtemps la droite gaulliste sous la Ve République, et il est mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Alors c'est en mai 68 que ce grand homme m'a fait vibrer à un tel point qu'il est devenu pour moi une référence de l'ordre et de l'autorité dont je m'inspire encore aujourd'hui. Son amour pour la France et les Français que lui seul a su faire rêver durant des années de gouvernance. Cet homme visionnaire nous a montré le chemin vers un avenir radieux, notamment par ses grands chantiers, tels que la construction du France, le Concorde, le redoutable premier sous-marin à propulsion nucléaire.
sans oublier les centrales nucléaires pour assurer notre indépendance en énergie électrique. Je me souviens de cette époque où la vie était douce, heureuse, chaque jeune pouvait regarder son avenir avec confiance. En tant que gaulliste sincère, je suis ulcéré quand je vois et j'entends aujourd'hui tous ceux qui utilisent le général pour donner corps et vérité à leurs propos ou valider leurs mensonges. Je me dis, le général n'a jamais autant parlé que depuis qu'il est mort. Je vais laisser la parole à François qui va nous dire quelques petits mots. François Asselineau, c'est le seul gaulliste que j'ai rencontré et qui est, je dirais, un des seuls à incarner la fidélité au général de Gaulle et à ses convictions. François. Monsieur le maire, cher Gérard, mesdames et messieurs les maires, madame le représentant de la ville de Bayeux, messieurs les présidents et représentants du souvenir français, mesdames et messieurs, je vous suis très reconnaissant d'être venu, malgré ce temps épouvantable, pour la commémoration que nous venons de faire avec Gérard Poulain. J'avais promis à Gérard de venir il y a déjà quelques années pour venir commémorer le 50e anniversaire du décès du général de Gaulle. À cause de la Covid l'année dernière, on a reporté l'événement et le voici qui vient d'être fait avec la plantation de ce chêne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le chêne, vous savez, ça fait référence au fameux ouvrage les chênes qu'on abat d'André Malraux sur la mort de Gaulle. Puisqu'on est ici en Normandie et puisqu'il y a une représentante de la ville de Bayeux et puisque Gérard a mentionné les discours du général de Gaulle de Bayeux, je voudrais vous en parler un petit peu plus précisément pour vous montrer à quel point les discours de De Gaulle sont extraordinaires d'actualité. Il ne s'agit pas de tisonner uniquement des vieux souvenirs, il s'agit de voir ce qu'avait dit De Gaulle. Le premier discours, c'est un discours qu'il fait. La date est très précise et il faut la connaître. C'est le 14 juin 1944. Je rappelle que le débarquement a eu lieu le 6 juin. Or, Bayeux est juste à côté des plages. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 6 et le 14 juin ? Il s'est passé simplement que De Gaulle, vous relisez les mémoires de guerre, a été tenu à l'écart par les Américains et les Britanniques du débarquement en Normandie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était tellement furieux qu'il avait décidé de refuser toute commémoration du débarquement en Normandie, en particulier en 1964, pour le 20e anniversaire. Il était président de la République. Il avait refusé, malgré les instances pressantes de Georges Pompidou et de ses ministres, relisez le C'était de Gaulle le perfide, il avait refusé de commémorer ce qu'à l'époque on appelait le jour J, qu'on appelle maintenant le D-Day. Il avait refusé ça en disant qu'à cette époque, il n'avait pas envie de commémorer les États-Unis qui étaient venus pour imposer en fait l'AMGOT, c'est-à-dire le gouvernement américain, un gouvernement de suggestion de la France. C'est ça la vérité. En revanche, De Gaulle avait voulu commémorer, et il l'avait fait en grande pompe, le débarquement de Provence, le 15 août 1964, le 20e anniversaire du débarquement de Provence. Donc, dans son discours du 14 juin 1944, 6 jours après le débarquement, De Gaulle a été obligé, voyant les troupes américano-britannico, canadiennes, avec le commandant Kiefer quand même, il y avait un petit peu de soldats de la France libre qui s'étaient joints au débarquement. De Gaulle est arrivé sur le sol de la patrie plus tard, et quand il est venu à Bayeux, il a fait un discours justement pour montrer qu'il était populaire parmi la population française et qu'il voulait faire échouer le plan de suggestion de la France par les Américains. Les Américains avaient prévu que la France aurait le même statut que l'Allemagne, avec un gouvernement d'occupation, avec une monnaie d'occupation, que De Gaulle a fait interdire. Donc ça, c'est un premier point qui est très important, parce qu'à notre époque, on a tendance à nous montrer les Américains comme étant uniquement des libérateurs, etc. Bien sûr qu'ils ont libéré, ils ont contribué, évidemment, à chasser l'Allemagne nazie, et heureusement. Même si nos aïeux savaient très bien que celui qui a cassé l'Allemagne nazie, c'est d'abord Staline, avec la bataille de Stalingrad puis la bataille de Koursk. C'est ça qui a cassé Hitler, c'est pas autre chose. Mais c'est vrai que les Américains sont venus et ont libéré la France, mais libéré, encore une fois, avec à l'esprit l'idée de dominer la patrie. Et De Gaulle s'y est opposé
de la façon la plus formelle. Je rappelle d'ailleurs aussi au passage que les États-Unis qui arrivent en 1944, c'est un pays où il y a la discrimination raciale. Le mouvement des Black Panthers, ça sera dans les années 60. Le fameux scandale qu'il y a aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, c'est parce qu'il y a un apartheid, en fait, dans un certain nombre d'États des États-Unis, comme en Alabama, par exemple. Parce qu'on a tendance à avoir une vision actuellement complètement revue par Hollywood, mais qui n'est pas la bonne vision historique. Et puis il y a le deuxième discours. Le deuxième discours, c'est le 16 juin 1946. C'est 2 ans et 2 jours après celui du 14 juin 1944. Et pourquoi le 16 juin 1946 ? Parce que De Gaulle, vous le savez, a quitté le pouvoir le 20 janvier 1946 parce qu'il y avait une assemblée constituante qui voulait refaire une nouvelle constitution. De Gaulle ne voulait pas voir triompher le régime des partis dont il estimait que c'était ça qui avait mené la France à la ruine et qu'il fallait avoir un exécutif fort. Or, il se rendait compte que ce qui était en train d'arriver, c'était de nouveau le régime des partis avec des projets de constitution qui faisaient la part belle aux partis politiques. Il y a eu donc un premier projet de constitution, vous le savez, en 1946, qui a été rejeté par le peuple français à 53% des suffrages, en particulier qui avait prévu qu'il n'y aurait qu'une seule chambre, c'était une constitution monocamérale, il n'y aurait pas de Sénat. Et puis, De Gaulle fait donc son discours à Bayeux, le 16 juin 1946, après l'échec de la première constitution et avant le référendum sur la seconde constitution qui, elle, sera validée et qui, elle, d'ailleurs, créera 2 chambres, la Chambre des députés et le Sénat. Mais De Gaulle n'est pas satisfait et donc il fait ce discours du 16 juin 1946 où il dit ce que doit être, à son avis, la façon dont la France doit être dirigée pour que ça fonctionne bien. C'est-à-dire, non pas un président de la République comme celui prévu par la 4e République qui était la reprise de la 3e République, c'est-à-dire un président de la République qui inaugurerait les chrysanthèmes, et un régime uniquement, un régime parlementaire avec des jeux très politiciens entre les partis politiques, donnant le pouvoir, en fait, à un président du Conseil qui pourrait être révoqué ad nutum, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant la 4e République. De Gaulle donc s'y oppose, il dit que le chef de l'État, lui, il a un projet, c'est que le président de la République doit être le véritable chef de la nation, qu'il doit être élu pour 7 ans, et qu'il est le garant de la Constitution, il est le garant de l'indépendance nationale et le garant du respect des traités. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution de la Ve République de 1958. Il propose qu'il y ait 2 chambres, il propose aussi que la France ait un exécutif fort avec un Premier ministre qui serait responsable devant l'Assemblée nationale. Il conçoit un système très ingénieux, parce que De Gaulle a compris que nous avons plusieurs filiations historiques. On a une filiation monarchique, on a une filiation républicaine. Pour assurer la filiation monarchique, il faut qu'il y ait un chef d'État qui soit un peu un monarque républicain. Les Français adorent avoir un roi, on le voit toujours. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, tout le monde se tourne vers l'Élysée. Mais les Français, ils ont aussi la tradition de couper la tête du roi. Donc il faut que ce roi soit éventuellement puisse présenter sa démission s'il est désavoué par le peuple. De Gaulle avait d'ailleurs mis en pratique en 1969 ça, c'est-à-dire que De Gaulle s'était attribué par cette Constitution, avait attribué au président de la République un pouvoir très important, mais qui était sous réserve de s'assurer à tout instant qu'il était soutenu par la population. Et dès qu'il avait le sentiment que ça n'était plus le cas, il a présenté sa démission. Ça veut donc dire que De Gaulle avait prévu qu'il y ait une espèce de diarchie, comme on dit au sommet, avec un Premier ministre qui serait, lui, responsable devant l'Assemblée nationale du gouvernement et donc des affaires courantes. C'était très ingénieux parce qu'il y avait donc un chef de l'État qui était élu pour 7 ans, qui était, comme disait De Gaulle, responsable de l'essentiel, la stratégie à long terme, la défense nationale, les affaires étrangères, celui qui serait responsable devant les générations futures de l'avenir de la patrie, et celui qui ne devait pas être éclaboussé par les problèmes quotidiens de la gestion quotidienne d'un pays et qui n'en serait pas responsable à tout instant. En revanche, celui qui serait responsable de cela et qui éventuellement souffrirait de l'impopularité inhérente à un gouvernement, ce serait le Premier ministre qui, en vertu de l'article 20 de la Constitution, mène le gouvernement, et le gouvernement conduit la politique de la nation. Et le Premier ministre, lui, pouvant changer beaucoup plus facilement, étant une espèce de fusible politique
pour protéger le président de la République. Eh bien, aujourd'hui, ces deux discours sont d'une actualité brûlante. Le premier, c'est que la France est complètement tombée dans une vassalisation à l'empire, j'allais dire, germano-américain. La construction européenne, l'Union européenne, qui a été portée sur les fonds baptismaux officiellement par Robert Schuman et par Jean Monnet, mais officieusement, en fait, par des intérêts américains, eh bien, on voit que cette construction européenne nous englue de plus en plus dans un schéma d'une espèce d'État, de sous-État continental, dirigé par l'Allemagne, pour le plus grand profit des États-Unis d'Amérique. Regardons ce qui se passe. Regardons l'invasion généralisée de tous les modes de vie américains, même des derniers fantasmes américains en matière de politique. Regardons comment nos entreprises sont vendues, comment le projet de réforme des retraites vise en fait à bénéficier à des grands fonds de pension américains. J'en passe et des pires. La grande leçon de De Gaulle, c'est pas seulement qu'il est anti-américain, c'est qu'il est fondamentalement pour l'indépendance de la France. Quitte à faire alliance avec les États-Unis quand il s'agit de combattre l'Allemagne hitlérienne, ou avec l'Angleterre, ou même avec la Russie soviétique, quitte à faire d'ailleurs alliance avec l'Union soviétique, voire avec la Chine populaire en 1964, pour contrebattre l'influence trop importante des États-Unis d'Amérique. De Gaulle, il était pour la France et pour le peuple français. En votre fort intérieur, est-ce que vous avez le sentiment que les présidents de la République qui se sont succédés, disons celui-ci et les deux précédents, est-ce que vraiment vous avez le sentiment qu'ils étaient là pour défendre la France et le peuple français vis-à-vis des menaces extérieures? Le deuxième grand enseignement de De Gaulle, c'est justement ses leçons en matière institutionnelle. L'adoption du quinquennat a été désastreuse. Elle a été désastreuse parce qu'elle s'est accompagnée en même temps de la perte de pouvoir de la France. Le président de la République, pour beaucoup de Français, le président de la République, c'est encore le roi de France, mais en fait, pas du tout. Nous avons été, avec les traités européens, progressivement, on nous a pris tous les pouvoirs stratégiques. La France est dirigée fondamentalement par les traités européens et par l'intermédiaire de la Commission européenne à Bruxelles, qui nous fixe les grandes orientations des politiques économiques chaque année. C'est la Commission qui exige que nous fassions la réforme des retraites. Ce n'est pas Macron. C'est la Commission européenne qui exige la privatisation d'EDF, de la SNCF. Ce n'est pas Macron. De même que ce n'était pas Hollande ou que ce n'était pas Sarkozy. Tout ceci, ce sont des instructions venant de la Commission européenne. Et moi, mon combat depuis 14 ans et demi, c'est d'essayer d'expliquer aux Français que tant qu'ils n'auront pas compris que les véritables donneurs d'ordre ne sont plus en France, la France va continuer à disparaître et à se disloquer. Et je suis triste de constater que cette campagne présidentielle qui commence, de nouveau, tout est fait pour ne pas me donner la parole, et tout est fait pour entraîner les Français vers des débats extrêmement importants, comme par exemple, faut-il qu'il y ait le pronom « yel » ou bien d'autres débats du style est-ce que je sais pas, faut-il porter le burkini? Alors, bien sûr qu'il y a des sujets sociétaux, mais ce sont des sujets qui sont d'une importance tout à fait secondaire par rapport à ce qui est actuellement le projet actuel, qui est celui de destruction du pays, d'assujettissement à des forces étrangères. En réalité, l'adoption du quinquennat, jouer avec la perte de pouvoir, tous ces pouvoirs qui ont été transférés à la Commission européenne, je le disais à l'instant, à la Banque centrale européenne à Francfort. Je suis effaré de voir que personne ne parle actuellement de l'euro. Si le niveau de vie des Français ne cesse de diminuer, c'est parce que nous sommes dans une monnaie qui est la monnaie de l'Allemagne, et que nous n'avons pas le même tissu industriel, la même discipline au travail, la même image sur les marchés financiers mondiaux que l'Allemagne. Et tant que nous resterons dans l'euro, nous allons être à la remorque de l'Allemagne pour essayer en permanence de se rapprocher, en pure perte, de l'évolution de sa compétitivité. Donc, nous sommes condamnés, les Français sont condamnés à voir leur niveau de vie diminuer constamment. Quand je dis les Français, c'est la masse des Français. Parce que vous savez que depuis l'an 2000, il y a une augmentation considérable de l'éventail des revenus et des fortunes, puisque ce système des traités européens, avec notamment l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, oui, je sais, je parle des articles des traités, je sais que certains me brocardent. On me brocarde parce que je sais de quoi je parle.
alors que nous avons des candidats qui sont tout simplement pas au niveau parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'aimerais que les médias organisent un débat avec tous les candidats à l'élection présidentielle et qu'on demande à Mme Hidalgo, au candidat qui sortira de LR, à Mme Le Pen, à M. Montebourg, à M. Mélenchon, à M. Jadot, qu'on leur demande comment fonctionne l'euro, monsieur ou madame. Et vous verrez que vous serez surpris de constater que les candidats à l'élection présidentielle ne savent même pas comment fonctionne l'euro, ne savent pas que ça n'est pas une monnaie unique, c'est simplement une monnaie commune, ne savent pas que la France a toujours gardé sa monnaie puisque c'est une créance sur les banques centrales nationales, ne savent pas que l'Allemagne a tout prévu pour que ça puisse facilement être réversible. Tout ceci est caché au peuple français et nous propulsons, les médias propulsent des candidats qui ne savent rien ni sur la façon dont fonctionne l'euro, ni non plus d'ailleurs sur les grandes questions internationales. En réalité, la perte de pouvoir du président de la République, jointe avec le quinquennat, a fait que ça a vidé de substance le rôle même du Premier ministre. Quand vous voyez ce pauvre monsieur Castex, on a de la peine à penser qu'il est le successeur de Georges Pompidou. Enfin, c'est un j'allais dire une méchanceté, c'est un paltoquet, enfin, c'est quelque chose, c'est rien, monsieur Castex. D'ailleurs, c'est une allégorie de voir que, pour annoncer des nouvelles mesures, pour serrer la vis sur l'affaire de la Covid-19, dont je ne parlerai pas ici pour ne pas être trop long, normalement, c'est le Premier ministre qui aurait dû dire les mesures, c'est des mesures privatives de liberté pour le peuple français, c'est des mesures tout à fait stratégiques. C'était le niveau du Premier ministre. Et le Premier ministre n'a pas pu en parler parce qu'il était au fond de son lit pour avoir mené la politique qu'il a conduite. Il nous avait expliqué que si vous aviez deux vaccins, vous étiez immunisé. En fait, il est lui-même malade. C'est la preuve que ce gouvernement, d'ailleurs, au passage, ne cesse que d'annoncer les uns après les autres des choses qui sont en fait démenties par les faits. En attendant, nous n'avons plus vraiment de Premier ministre. Nous avons un président de la République qui est, je suis désolé de le dire, mais qui est tout à fait déconsidéré sur la scène politique mondiale. Il s'est fâché à peu près avec tout le monde. Aux dernières nouvelles, maintenant, c'est avec Boris Johnson. Mais si vous comptez la liste des pays avec lesquels il s'est brouillé, elle est tout à fait impressionnante. On n'a jamais vu ça. En fait, fondé sur une grande incompétence, sur quelqu'un de très immature, et qui, on a presque honte de penser qu'il est assis dans le fauteuil de Charles de Gaulle. Voilà, je voulais vous dire tout ça pour vous dire que les deux discours de Bayeux, de 44 et de 46 de Gaulle, sont on ne peut plus actuels. La France se redressera si elle met en œuvre ces deux discours. Le premier, c'est en se redressant face à l'impérialisme et à toutes les puissances qui veulent dominer la France, au premier rang desquels, on n'en parle jamais, c'est au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique, même s'il ne faut pas, bien entendu, ne pas oublier les risques venant d'ailleurs, venant effectivement d'un islamisme conquérant, venant de la puissance de la Chine, venant de la renaissance de la Russie, la France doit rester la France. Et puis le deuxième grand enseignement, c'est qu'il faut revenir à une interprétation littérale de la Constitution et rétablir la Constitution dans ce qu'elle avait de génial en 1958. Il faudra revenir au septennat et il faudra obéir à ce qui est marqué dans la Constitution, c'est-à-dire que le président de la République est le garant du respect des traités. Et de ce point de vue-là, les autres candidats à l'élection présidentielle ne savent pas non plus de quoi ils parlent puisqu'ils ne connaissent pas les traités européens. Je rappelle qu'il y a 5 ans, on m'avait brocardé dans les médias parce que je citais les articles des traités. C'est le devoir même du président de la République de savoir ce qu'il y a dans les traités. C'est l'engagement de la France vis-à-vis du reste du monde. Et lorsque je vois tous ces candidats, les candidats de LR, les candidats de M. Jadot, les candidats de M. Mélenchon, etc., M. Zemmour, Mme Le Pen, qui font des promesses qui sont absolument, 90% d'entre elles sont absolument incompatibles avec les traités, et que je vois certains candidats qui disent « mais nous, on ne respectera pas les traités », alors qu'ils sont candidats à une fonction, la fonction de président de la République, dont l'article 5 de la Constitution dit qu'il est le garant de l'indépendance nationale et du respect des traités, vous voyez à quel point la France est tombée quand même extrêmement bas. Alors, je terminerai ici en rappelant ce qu'a dit merveilleusement Louis Lagarde tout à l'heure, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le début des mémoires de guerre. Effectivement, la France, ce n'est pas la France sans la grandeur. Notre pays, comme disait De Gaulle une fois, perfide, il disait « on en a vu d'autres depuis 1500 ans,
Depuis le baptême de Clovis, on en a vu d'autres. Mais actuellement, la France est tombée très bas. Et je crains que ça ne s'accélère. Il faut donc qu'il ait, dans le peuple français, se redresse. Et le peuple français, à mon avis, ne commencera vraiment à se redresser dans sa profondeur que lorsqu'il aura compris que les informations qui lui sont distillées par les plus grands médias sont à peu près les mêmes, dans leur esprit bien entendu, que les informations qui étaient distillées par les médias sous l'occupation. Voilà. De Gaulle a mené le combat de la France libre depuis l'Angleterre parce qu'il avait la BBC. La BBC, à l'époque, c'était l'équivalent d'Internet d'aujourd'hui. Parce que De Gaulle ne passait jamais sur les grands médias nationaux français aux mains des Allemands ou aux mains de l'État de Vichy. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous voulez trouver le bon candidat, regardez celui qui n'est jamais invité dans les grands médias, qui n'est jamais invité ni sur BFM, ni sur CNews, ni sur TF1, ni tous ces médias qui sont détenus par des milliardaires. On parle beaucoup de Zemmour, on en parle depuis une semaine, on en parle un peu moins d'ailleurs. Bon. Mais on parle beaucoup de Zemmour, mais Zemmour, regardez dans le détail. Zemmour ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas sortir de l'euro, ne veut pas sortir de l'OTAN. C'est terminé. La seule chose qui compte, c'est est-ce que vous aurez un candidat, un président de la République, qui sera intransigeant comme le fut De Gaulle, en disant on sort de l'Union européenne, de même que De Gaulle avait dit on continue la résistance jusqu'au départ de l'occupant et de l'ennemi. La question, elle est là. Dès que vous avez un candidat qui vous dit non, moi je reste dans l'Union européenne et j'en change, je fais une promesse d'en changer, vous avez affaire à quelqu'un qui vous ment parce qu'on ne peut pas modifier les traités sauf à l'unanimité des États membres. Or, cette unanimité est évidemment impossible à obtenir, d'autant plus que les traités que nous avons en ce moment ne sont pas tombés du ciel. Ils sont la sédimentation, depuis 64 ans, depuis le traité de Rome de 1957, de conflits d'intérêts nationaux dont les traités actuels sont le précipité final, comme on dit en termes chimiques. On ne peut pas modifier les traités européens. Donc l'Union européenne, soit on la prend telle qu'elle est, et on continue vers le désastre, soit on en sort, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que les Britanniques, et c'est une formidable leçon de l'histoire, viennent de nous montrer avec le Brexit, contrairement à ce qu'on entend dans les médias, où il y a une espèce de British bashing continuel. En fait, les choses se passent bien, voire très bien au Royaume-Uni. Je rappelle que le taux de chômage est moitié moindre qu'en France. Je rappelle qu'on nous a dit, là, qu'il y a quelques jours, qu'il y avait des pénuries extraordinaires. C'est tout à fait faux. Allez au Royaume-Uni, tout ça. Je rappelle que le Royaume-Uni a eu un grand triomphe diplomatique, contre la France d'ailleurs, avec les États-Unis et l'Australie sur l'affaire des sous-marins. Je rappelle que le Royaume-Uni, en ce moment, est en train de renouer des relations internationales avec le monde entier, alors que la France, progressivement, comme je le disais tout à l'heure, disparaît. Voilà les messages que je voulais vous dire. Et surtout, la vérité la plus profonde, c'était ce que, finalement, la quintessence du gaullisme, c'est ne jamais abandonner, ne jamais dire non, et savoir que nous nous battons pour la survie de la grandeur de la France, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.